9 décembre 2009. Car c'est ainsi. 4e partie. Que cherchez-vous ? Affable, il s'inquiète. Il m'a vu errer dans les couloirs des éditions Gallimard. Cet homme, je le reconnais, c'est Raymond Queneau. Du coup, j'embredouille. Monsieur Camus, son bureau. Je suis à peine audible, bouche sèche, tempe battante, l'heure du rendez-vous approche. Elle ne cesse de se rapprocher depuis que j'ai posé le pied ce matin à la gare de Lyon. À ceci près que, de mon arrivée à la minute présente, ce ne fut qu'un trou noir, où tourbillonnèrent interrogations, craintes, questionnements, peurs irraisonnées, tandis qu'il me semblait que le temps s'était arrêté. Plus j'avançais vers cette rencontre, plus j'avais l'impression de reculer. De froid, d'effroi. J'avais trop souhaité être reçue par Albert Camus pour en avoir encore un vrai désir. Si je m'étais écoutée quand Raymond Queneau me conduisait avec obligeance vers le bureau de monsieur Camus, comme je l'avais dénommé, je serais partie en courant. Seul le corset d'une stricte éducation me l'interdit. Que vais-je voir ? Devant qui vais-je me retrouver ? Ces questions et mille autres, je les ai tournées et retournées durant cette interminable matinée d'attente. Depuis l'éblouissement solaire qui m'avait décélé, il y avait 3 ans, durant cette nuit de neige et de glace, j'étais bien conscient de m'être inventé jour après jour un portrait de Camus, tout ensemble philosophe de rencontres, amant de belle fortune, poète secret, père de grands vents, et que je l'avais fait autant par l'idée que je m'étais formée de lui au gré de mes lectures que par ce qu'en racontaient les gazettes. Et si mon portrait ne correspondait en rien ? « Vous voilà rendu », me dit mon guide en s'éloignant aussitôt. Ce n'était pas tout. Encore fallait-il frapper à la porte. Et si je m'enfuyais ? Ce serait si facile. Rebrousser chemin, dévaler le grand escalier, me retrouver dans la rue Sébastien-Bottin et pouvoir enfin respirer. C'est cela, respirer à longs traits, afin de desserrer l'étau qui emprisonnait ma poitrine. Entrer. Cette fois, j'avais heurté lui sans me rendre compte. J'entends qu'on repousse un siège. La porte s'ouvre. « Ah, c'est vous !» m'est-il dit avec bonhomie. « Mais entrez donc, je vous prie. Mettez-vous à l'aise, » ajoute-t-il en désignant un porte-manteau. Devant l'élégance de mon hôte, j'ai honte de découvrir en l'ôtant et en le suspendant que mon par-dessus était limé. « Croyez-vous en Dieu ?» La question, posée alors que j'ai encore le dos tourné, me fait sursauter. « Mais oui, » dis-je en faisant face. Camus m'observe. Je m'assieds. Puis dans un demi-sourire, il s'écrie « Que venez-vous faire auprès de moi ? Je n'ai à vous proposer que le nihilisme. » Le courage me revient. Cette question inattendue m'a ragaillardi. Je me lance. Ne pensez-vous pas que c'est un peu plus compliqué ? Peu à peu, le bureau se construit autour de moi. Sur ma droite, un grand mur de livres. Devant moi, la table de travail derrière laquelle je vois Albert Camus se repousser dans son siège, le visage éclairé par ce demi-sourire dont je me demande s'il exprime de l'ironie ou de la tendresse. J'opte pour les deux. Ce qui m'inquiète et me rassure à la fois. De modestes proportions, cette pièce donne sur une petite terrasse à laquelle il me semble qu'on accède par 2 marches. Après,
dans le haut de la porte-fenêtre, c'est le ciel cotonneux de l'hiver parisien. « Racontez-moi cela, finit-il par me dire en se penchant vers moi. De tous les sujets de conversation auxquels je m'étais préparée depuis que j'avais été invitée à cette rencontre, aucun ne trouvait à se placer. Si j'avais pu imaginer Dieu versus le nihilisme. Tant de fois photographié, reproduit à l'infini de ses reflets, ce visage qui me semblait inaccessible à force d'avoir été magnifié, voici qu'il s'offrait à moi avec simplicité, au naturel. J'en aimais les traits réguliers, mélange de sensualité, de méditation. Il y avait du moine chez cet amoureux de la vie, et de l'excès chez ce sage, comme il arrive à tous ceux qui ont choisi le soleil pour compagnie. La gloire d'aimer, n'est-ce pas? Et gloire encore ces grands éblouissements que suscite la mer sous les ardeurs du soleil quand, à midi, la lumière verticale brûle les ombres, rendant le monde à sa nudité de pierre. Alors surgit, pour qui sait voir, la face noire, la face terrible, la face tragique des choses. Ce noir et ce blanc et ce noir aveuglant entre lesquels il n'y a de place que pour la fuite des dieux. Chauffer à blanc le ciel, racler jusqu'à l'os la roche, noir les cyprès, noire la silhouette de celui qui s'en va dans le silence de l'abandon. Le désert intérieur est à ce prix. Et quelle joie, tout à coup, de revenir au déclin du jour parmi ses contemporains. Et au moment où tombe la nuit, dans le consentement du monde, de voir danser une grande fille magnifique. C'est tout cela que, d'un regard, je discernais sur le visage penché de Camus. Au point que, me rendant plus tard, beaucoup plus tard, à Alger en voyage officiel, c'est ce visage que, par un basculement inouï, je surprendrais, répété de façon obsessionnelle, dans un restaurant du port où l'on m'avait convié et où je fus accueillie par ces mots. « Vive Madame la France !» Salutation étonnante, accompagnée sur ses faces au regard brûlé par le soleil d'un sourire où l'ironie le disputait à la tendresse. Ce même demi-sourire que je vis chez Camus, ce jour-là. Et c'est ce visage encore et toujours que je rencontrais à Djémila, à Tipaza, ailleurs dans le sud. Visage pétri de déserts, d'oasis, de dunes, de plages, de ruines antiques et d'une jeunesse fervente. À l'instant, s'impose à moi ce mot. Ce long chemin vers les autres qui ne cesse de nous rapprocher de nous-mêmes, puisqu'en chacun nous rencontrons une part de nous. D'où venu ce mot? De ces premiers entretiens. Déjà, aux Sauzes, j'avais aperçu sous l'effervescence de noces un consentement à l'ordre cosmique. Les couleurs, les odeurs et jusqu'à la tendresse du monde disaient assez la gratitude que Camus portait à ce qui lui était donné. Ai-je alors parlé du don d'amour, du don de Dieu? Selon moi, c'est tout un. Ai-je ajouté que le don était tel, parfait dans son ordre, qu'il rendait insupportable le désordre? Ai-je conclu que le désordre était dû aux hommes, que l'absurde n'était imputable qu'à eux et à eux seuls? Et enfin, que cet absurde, loin de relever des dieux comme pouvait le laisser entendre le mythe de Sisyphe, résultait du refus obstiné des hommes et d'eux seuls d'accepter le divin? Il me semble me souvenir d'avoir prononcé le mot d'orgueil. Tout serait-il métaphysique? Demanda-t-il. Fallait-il rappeler devant lui ces deux grands solaires que furent Plotin et Saint-Augustin, à qui il consacra un diplôme universitaire? Fallait-il en appeler à ce personnage de la peste, qui voulait être un saint laïque? Il a parlé.
longuement de son enfance, de son milieu, de sa famille partagée entre catholiques et protestants, de ses églises le plus souvent aux puissants. Ce qu'il me disait, loin de contredire mes propos, m'affermissait dans mes intuitions premières. Cet écrivain avait réussi à me toucher au plus profond de mon être, non pas par un système philosophique, même si celui-ci répondait aux craintes et aux espoirs de nos contemporains dont il décrivait les inquiétudes, les interrogations et les désarrois, mais par une vibration secrète de la phrase qui était la marque même de ce don que j'évoquais, ce don du cœur, seule réponse au don de Dieu. Cette vibration, sa voix elle-même la transmettait, tour à tour, caressante, émouvante, convaincante. Un maître, à l'évidence, s'exprimait là, non point ex cathedra, mais sur le ton de la confidence. Albert Camus s'adressait à moi comme il l'eût fait avec un père. Exquise attention dont je ne revenais pas. Qui étais-je donc à 21 ans pour bénéficier d'un pareil traitement? Ce maître. Mais non, détrompez-vous, je ne suis pas un maître, ni à penser, ni à vivre. À mon tour de sourire. Chez les Juifs, le maître refuse ce titre. C'est tout juste s'il consent à être le disciple du maître. Talmudique, non? Talmide n'est-il pas le nom qui désigne justement le disciple? Et nous voilà relancés sur de nouveaux faits, de nouveaux frais. La Shoah, les camps de concentration, l'immense souffrance infligée à des hommes par d'autres hommes. Non pas une conversation, à vrai dire, mais une sorte de murmure surgit du plus intime, du plus profond, du plus secret, tandis que le jour baissait. Il se dresse. Le temps d'un après-midi s'est aboli. L'espace aussi bien. Où étais-je il y a un instant? À Dachau? À Tipaza? À Florence? Impression de m'éveiller. Ou de naître, je ne sais. Impression d'être un autre et aussi le même. Accepteriez-vous que je vous rembourse le prix de votre voyage? Demande faite avec beaucoup de douceur. Est-ce au mauvais état de mon manteau que je la dois? Il n'en est pas question. J'ai dû répondre avec brusquerie. Il sourit de nouveau, tête inclinée. Cette fois, il n'entre aucune ironie dans son sourire. Pendant que je contemple le mur de livres, il me conseille, puisque j'ai du temps avant de prendre le train de nuit, d'aller me promener dans les jardins du Luxembourg où surgissent, entre les troncs noirs des arbres, de blanches statues. Du tranchant de la main, il trace des verticales. L'espace de son bureau est haché d'arbres, de statues, tandis qu'il répète avec une sorte de colère. Le blanc, le noir, le noir, le blanc. Comme s'il voulait me rappeler que, même à Paris, même en hiver, le monde a sa face noire, sa face tragique.